bonjour à toi. Voilà, bienvenue sur ma chaîne, hein, encore une fois. Et je reviens un peu, cette vidéo en fait c'est la suite de celle que j'avais commencé déjà hier. Simplement pour continuer à te présenter un peu le projet qui va tenir place ici. Alors sur cette parcelle-ci, j'ai fait des lits de culture, hein, des lits de jardin, pour une superficie totale de 50 mètres carrés environ, point de départ. Éventuellement, on pourra aller à plus, on verra. Mais sinon, pour l'instant, c'est juste 50 mètres carrés environ. Et puis, il y a une seconde parcelle de 1000 mètres carrés, 1300 mètres carrés, pour être plus précis. Mais on peut même dire 1000 mètres carrés. Et c'est sur cette superficie-là que ce projet prend place en fait. Alors, le but ici, c'est, comme je disais déjà, de savoir combien on peut effectivement produire sur une micro-superficie. Parce que produire sur 1000 mètres carrés, c'est une micro-superficie effectivement. Même comme c'est déjà beaucoup pour certains, hein, parce qu'il y a des personnes qui n'ont aucun lopin de terre. Et le but de ce projet, justement, c'est de montrer au plus grand nombre, hein, de montrer, hein, comme d'autres le font même déjà, qu'on peut produire sur une petite surface déjà la nourriture qu'on mange et pourquoi pas fournir voilà, son quartier, ses voisins, sa zone en fait. Voilà, on peut produire une quantité de nourriture déjà très appréciable. De façon à pouvoir déjà faire une différence. Parce qu'il s'agit là de faire une différence. Chacun doit laisser son empreinte en fait, dans le monde, tout simplement. Donc c'est tout à fait possible et ça c'est mon challenge. En ce qui concerne le titre de la vidéo, je t'ai dit c'était comment faire des lits de culture. Hein. Vu que je suis au Cameroun et la petite mouche, vu que je suis au Cameroun, je vais simplement te parler de comment est-ce que j'ai réalisé ces lits de culture et aussi combien ça m'a coûté et pourquoi en fait, quel est l'intérêt de réaliser des lits de culture. Voilà, donc c'est sur ça que portera la vidéo de ce jour. Voilà, quel est l'intérêt des lits de culture? Les lits de culture voilà, peuvent sembler de prime abord comme une barrière. Surtout si on veut rapidement aller commencer à planter aussitôt quoi. Et aussi parce que ça a un coût. Donc beaucoup de personnes se diraient pourquoi est-ce que je dois faire de l'agriculture pourquoi en fait? Quel est l'intérêt de l'agriculture? En fait, les l'agriculture ont un objectif premier, principal, plus important si on veut. Celui de fabriquer, je dis bien fabriquer de la bonne terre, du bon sol pour les plantes qu'on veut faire grandir. Parce que quoi? Traditionnellement, comment est-ce qu'on cultive? On laboure la terre, on fait des sillons ou des petits monts comme ça et sur lesquels on va planter. Mais tu auras certainement remarqué que à chaque fois qu'une culture arrive à son terme, on doit relabourer encore. C'est-à-dire c'est encore du travail, on doit semer de nouveau et à chaque fois on bouleverse la terre. Et la terre en fait n'a pas besoin de ça. Pourquoi? Simplement parce que la terre en fait se construit au fil du temps. Si tu regardes par exemple ce qui se passe en forêt, moi il y a un truc qui m'a toujours beaucoup impressionné et c'est la forêt. C'est-à-dire tu vois des arbres gigantesques, c'est-à-dire tu vois une prospérité, c'est-à-dire la nature prospère sans entretien aucun, sans soin aucun. C'est-à-dire la main de l'être humain en général n'y est pas quoi. Ça pousse en abondance, mais il n'y a aucun entretien. Pourquoi? Simplement parce que la principale raison, c'est que la terre n'est pas du tout dérangée. Et la terre, justement, au fil des années, des décennies, a le temps de se construire de façon à pouvoir être bénéfique aux plantes qui poussent sur cette même terre-là. Donc, du coup, quand on fait des lits de culture, c'est comme pour délimiter un espace qui, avec le temps, va se construire, va s'enrichir, va développer. C'est-à-dire, la vie du sol va se développer dans cet espace-là jusqu'à devenir un espace super fertile
qui foisonne de vie, c'est-à-dire qui est plein de vie. Tu vas voir, il y a des vers de terre, il y a des mycorhizes, voilà, qui prolifèrent, et toutes sortes d'autres insectes, voilà, que je ne connais même pas, simplement. Quand tu vas, par exemple, quand je vais par exemple dans un endroit qui n'est pas labouré, qui n'est pas cultivé même, il suffit que tu bouges un peu la terre comme ça, tu te rends compte que ça foisonne, quoi, plein d'insectes. Il y a de la vie, le sol est vraiment vivant et surtout le sol est couvert. Donc, lorsqu'on fait de l'agriculture, le but premier en fait c'est ça, c'est-à-dire éliminer le labour du sol, qui est une des plus grandes, comment dire là, c'est tellement contre-productif. Malheureusement, les systèmes d'agriculture actuels sont basés sur le labour, mais le labour est une des pratiques les plus contre-productives qui existent. C'est un peu comme si à chaque fois on va casser le sol et la vie doit recommencer à nouveau. C'est comme si à chaque fois on fait ça, Et plus on fait cela, plus on doit apporter de l'engrais. Et ça devient simplement un cycle vicieux en fait. Plus on apporte de l'engrais, plus on en apportera. Et plus la vie du sol mourra. Ce n'est même pas seulement l'action mécanique du labour, parce que ce labour-là entraîne le fait qu'on doive utiliser des fertilisants, etc. Et ces fertilisants-là détruisent ultérieurement la vie du sol. Et il faut encore aller en ajouter, encore et encore et encore. C'est la raison pour laquelle le labour, c'est une des pratiques les plus contre-productives qui existent. Donc, lorsqu'on fait de l'agriculture, on décide d'en faire, c'est ça qu'on veut. On veut construire son sol. Donc, ça, c'est la raison principale. Aussi, une des raisons, un des avantages des lits de culture, c'est parce que lorsque une surface de culture est délimitée, les gens ne marchent pas là-dessus. Et le sol n'est pas compacté, ce qui favorise encore la vie du sol. Comment tout en fait pointe, lorsqu'on fait des lits de culture, on délimite des aires de culture, tout concourt en fait à l'épanouissement de la vie du sol. Et plus le sol est épanoui, plus il est vivant, plus les plantes qu'on mettra dessus, qu'on plantera à l'intérieur, dessus, voilà, seront pousseront. Donc ici, dans mon jardin, vu que je suis au Cameroun, d'accord, je suis à Yaoundé, j'ai simplement essayé de faire avec des matériaux locaux. Parce que le but n'est pas d'aller dépenser des sommes absurdes, quoi. En général, on conseille de faire avec les matériaux qu'on a facilement à disposition. Et aussi, le projet en fait qu'on a aussi en tête. Parce qu'il y a des matériaux qui sont bien sûr un peu plus définitifs, il y a d'autres qui sont plus temporaires. Voilà, donc, et puis on fait bien sûr avec les moyens qu'on a, avec les matériaux locaux. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'aller importer ou d'aller faire je ne sais pas quoi. On fait avec ce qu'on a. Donc ici au Cameroun, c'est qu'il y a de disponible le plus facilement possible et qui avait aussi un coût initial absolument abordable pour moi. Et aussi d'une durée de vie moyenne. Voilà, le but n'est pas... Je ne suis pas en train de faire un projet définitif, d'accord? Donc, c'est quelque chose qui est pour moi temporaire. Donc, ça faisait plus sens pour moi de fabriquer mes lits de culture avec des planches. Avec des planches. Alors, au Cameroun, les planches normales en général sont taillées 5 mètres de long sur je dirais, environ 30 cm de largeur. Donc, c'est avec ces planches-là que j'ai fabriqué mes lits de culture. Je vais te montrer tout de suite. Alors, sur cette parcelle, je n'ai pas encore fini d'installer tous les lits de culture que j'ai prévu d'y installer. Mais certains sont déjà en place. Donc, voilà, devant toi, par exemple, tu as celui-là qui fait, je crois, c'est 8 feet by 4 feet. Ce qui correspondrait à 2,100 mètres x 1,25. Donc, vu que les planches qui sont vendues ici, dans ma zone, font 5 mètres de long, je les ai simplement divisées en deux. En fait, je ne les ai pas fait moi-même parce que je ne sais pas manier une scie, vraiment, malheureusement pour moi. Donc, j'ai fait diviser la planche en deux et voilà, et ce box-là qui est un rectangle a été réalisé. Donc, le côté, la largeur est la moitié, est le quart en fait d'une planche de 5 mètres. Et la longueur est la moitié, donc 2,100 mètres. C'est ça. Alors, je vais te montrer aussi un peu le système d'irrigation que j'ai réalisé. Comme tu peux voir là, il y a un tuyau là qui a été enterré.
Et puis voilà, tu peux me voir la terre encore qui est toute... comment dire, ça se voit que ça a été dérangé. Et puis la vanne est là. C'est-à-dire chaque fois que je veux arroser les 3 box, vu que ces 3 box sont irrigués ensemble si on veut. Donc chaque fois que je veux les arroser, disons, arroser les plantes qui sont dans ces box-là, il me suffit de tourner cette vanne-là. Et puis ça s'arrose. La même chose est faite pour les box que tu vois là-bas au plus loin. De ce côté, le même système d'irrigation a été monté. Bon, après il manque le tuyau là-bas qui doit être installé encore. Mais sinon voilà, ceux-ci sont plus longs. Alors ceux-ci font exactement 5 mètres sur 1,25. Celui-là pareil, vu que ce sont des box jumeaux disons. Sur cette zone-ci, il y aura 2 autres box qui vont aller dans ce sens-là. Mais je te ferai voir plus tard. Donc voilà. On a dû mettre 2 piquets de soutien pour éviter que la planche ne se plie sur le poids quand même, la pression de la terre qui est à l'intérieur. Donc voilà, c'est vraiment très très simple. Et même le système d'irrigation, c'est très simple. Ce sont des tuyaux qu'on appelle ici des tuyaux à pression. Pourquoi, ne me demandez pas. Mais j'ai juste fait faire des entailles à tous les 10 cm. Et puis lorsqu'on ouvre l'eau, l'eau s'écoule plutôt, je dirais lentement, mais c'est suffisant pour irriguer tout le box. Parce que les plantes vont chercher en fait en profondeur où l'eau se trouve. Voilà, on n'a pas besoin d'arroser forcément au pied de la plante. C'est vrai que c'est, je peux dire que le système goutte à goutte fait économiser un peu plus d'eau. Mais ceci n'est pas déjà mal parce que ça diminue quand même le labour. On ne doit pas arroser à la main. Il suffit d'ouvrir. Je laisse ça ouvert très tôt le matin. S'il n'a pas plu, là il a plu. Donc vraiment pas besoin de le faire ce matin. Mais lorsqu'il n'a pas plu, je laisse ouvert le matin. Pendant maximum 5 minutes. Et le soir, 5 minutes aussi. C'est vrai que nous sommes en saison de pluie en ce moment à Yaoundé. Donc il pleut tous les 2 à 3 jours. Donc le besoin en eau des plantes est beaucoup moindre. En saison sèche, on verra. Voilà, qu'est-ce que j'ai mis dans mes bacs? Comment est-ce que je les ai remplis? Après maintes recherches, j'ai opté pour la méthode appelée Hugelkultur qui a été mise au point par un Autrichien, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Sepp Holzer. Et qui consiste à simplement enfouir de la matière organique, en général du bois, et recouvrir ensuite de terre. Cette matière organique à l'intérieur là se décompose lentement au fil du temps et relâche graduellement des nutriments pour les plantes. Et en général aussi, on met du bois, des troncs d'arbres de différentes dimensions qui avec le temps se comportent un peu comme des éponges, maintiennent, absorbe l'eau, l'humidité et relâche cela graduellement aux plantes. Donc voilà, c'est ce que pourquoi j'ai opté après avoir regardé un peu partout. Et donc dans mon cas, qu'est-ce que j'ai exactement mis, vu que j'essaye de faire avec le matériel local que j'ai facilement, gratuitement même si possible. Donc moi j'ai fait ceci, j'avais des branchages, des troncs d'arbres qui traînaient là, parce qu'on a coupé un arbre là il n'y a pas longtemps. Donc j'ai utilisé ces troncs d'arbres là que j'ai découpés, j'ai mis en bas. Et vu que je n'ai pas assez de profondeur, j'ai dû creuser un peu pour avoir un peu de profondeur. Donc j'ai utilisé ces troncs d'arbres là, les plus gros et qui se décomposent. Les plus gros et ceux qui se décomposent le plus lentement, juste en bas. Ensuite, je suis allée avec les branchages simples. Et aussi, comme j'avais des troncs de bananiers, des troncs de bananes plantains à disposition, qui sont aussi des éponges d'eau, parce que c'est gorgé d'eau. Donc, cela aussi, graduellement, ça se décompose et ça relâche l'humidité dans le sol graduellement. En réalité, même sur ces planches-ci, on n'a pas besoin d'arroser tant que ça. Parce que ne serait-ce que les branchages, les troncs de bananiers se comportent en éponge et relâchent de l'eau, outre à la matière organique avec le temps. Par la suite, j'ai mis des feuilles et de la tonte de gazon. J'ai ensuite recouvert de terre et comme mulch, je mettrai encore des feuilles et de la tonte de gazon. Donc c'est comme ça que mes lits de culture sont composés. Alors, outre à ce que j'ai déjà cité, j'ai oublié de dire aussi que j'ai rajouté d'épaisses couches de 2 plantes qui sont vraiment très très chères pour moi parce qu'elles ont des propriétés vraiment intéressantes et étonnantes même. Alors, la première de ces plantes, c'est le bokassa, comme on l'appelle au Cameroun, ou son nom latin, Pomolena odorata.
Et la seconde de ces plantes, c'est la fleur jalousie, ou bien son nom latin Tintogna diversifolia. Alors, la première de ces plantes est un fongicide vraiment puissant. Et évidemment aussi, c'est un engrais naturel, puisque en se décomposant, ça relâche quand même de la matière organique. D'accord, c'est le premier point. Et la seconde plante est simplement une des plantes engrais les plus étonnantes, je dirais même au monde. J'arrive déjà à la fin de cette vidéo, qui j'espère n'a pas été très longue. Et j'aimerais te laisser quand même avec une petite réflexion sur l'absurdité de laisser en fait notre bien-être, notre alimentation, la nourriture qu'on mange, entre les mains de personnes qui n'ont à cœur que l'argent. Alors, quand il y a conflit d'intérêts quelque part, il faut toujours se poser, il faut toujours s'arrêter un instant et se poser les vraies questions. Voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, vraiment c'est juste une invitation comme ça à la réflexion. Et c'est la raison pour laquelle moi je dis, pour qui peut, je suis bien consciente du fait que tout le monde ne puisse pas, pour qui peut commencer déjà à dire je fais pousser 2 tomates, 3 oignons, 2 laitues, je t'assure que ce n'est pas anodin et ce n'est pas rien. La santé est notre bien terrestre le plus précieux. Donc essayons d'y apporter un peu plus d'attention. Parce que même si on ne cultive pas, retournons-nous vers les agriculteurs qui ont ce que j'appelle, qui pratiquent ce que j'appelle les bonnes practices, good practice. C'est-à-dire qui cultivent avec respect de la terre et des hommes. Voilà, même si on ne peut rien faire parce que pour sa situation géographique, pour son travail ou professionnel, on peut ne pas pouvoir. Mais soyons un peu plus conscients de d'où notre nourriture arrive et de comment est-ce que ça arrive à nos plats. Favorisons les circuits courts. Voilà, j'espère que ces vidéos que je réalise comme ça avec toute la passion du monde susciteront des émules, des néo-agriculteurs, des néo-jardiniers même. Et n'oublions pas que ce n'est pas la superficie qui fait l'agriculteur. N'oublions pas cela. Je sais qu'on fait l'agriculture, beaucoup le font parce qu'ils ont besoin de vivre. Et évidemment, l'agriculteur a besoin de vivre. Mais ne le faisons pas que pour de l'argent. Essayons de s'informer, de se former pour produire le maximum possible sur le minimum, par exemple, d'espace disponible. C'est très faisable. L'agriculture, par exemple, bio-intensive. Donc voilà, autant de points comme ça que je vais essayer de reprendre au fil de ces vidéos. Mais déjà, j'espère susciter en toi quelques réflexions et pourquoi pas, des interrogations utiles. Ciao, je te dis à la prochaine.